Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de Livre 10 qui va être consacré aux déclencheurs sous Oracle. On dit aussi trigger. Alors, les déclencheurs trigger sont des actions qui vont être effectuées par le SGBD lorsque certains événements surviennent sur les tables. En effet, même si le SGBD dispose de pas mal de mécanismes, il y a certaines règles métiers, par exemple, qu'on voudrait garantir au niveau des données et qu'on ne peut pas exprimer avec les mécanismes qu'on connaît, par exemple de primary keys, de foreign key, des checks, ce genre de choses. Par exemple, si on voulait s'assurer que le prix d'un nouveau produit doit avoir une date de début supérieure à celle des autres prix pour ce produit, on ne peut pas le faire simplement avec une foreign key ou ce genre de règles. Donc un trigger, on voit ici la déclaration générale, on va dire si il doit être déclenché avant ou après l'événement. Les trois événements considérés, c'est insert, delete et update. Donc on peut avoir des déclencheurs qui se déclenchent sur plusieurs. On voit qu'on peut mettre OR. On va avoir une ligne qui s'appelle for each row qui va nous dire si en fait le trigger est exécuté à chaque ligne concernée. Donc ça c'est si on le met, ou si c'est un trigger dit statement, si il est exécuté une seule fois pour toute la commande. Donc si on a par exemple un delete qui concerne plusieurs tuples, on peut choisir est-ce que le trigger est exécuté à chaque tuple supprimé ou globalement. Donc les cas d'utilisation des déclencheurs, ça peut être du logging et de l'audit. Donc ça c'est un cas qu'on va regarder tout à l'heure sur un exemple, des applications de sécurité, de contrôle d'accès, et plus généralement des règles métiers, donc c'est-à-dire des contraintes du domaine. Si on a une application de gestion, par exemple, de personnel, il va y avoir des règles de gestion du personnel, et on veut s'assurer qu'au niveau des données, ces règles soient bien respectées. Alors le trigger, c'est très puissant, et il faut faire attention à ne pas réinventer la roue. En particulier, il ne faut pas utiliser des triggers pour réimplémenter des fonctionnalités qui sont disponibles par ailleurs. Donc par exemple, on pourrait faire un trigger qui vérifie une contrainte d'unicité sur une relation. C'est une très mauvaise idée. Vous avez la contrainte unique dans le create table qui vous permet de faire ça. Donc il ne faut surtout pas le faire avec le trigger. C'est un coup à le faire mal. C'est un coup à faire la vérif trop souvent. Et surtout, ça va être très dur à comprendre, très dur à suivre par rapport à une déclaration au niveau du create. Donc au maximum, utilisez les fonctionnalités existantes avant d'utiliser un trigger. Donc les fonctionnalités type checks, foreign key, primary key, vous en avez aussi d'autres que vous ne connaissez pas nécessairement, comme les attributs virtuels, par exemple pour calculer un âge à partir d'une date, les vues qu'on verra dans un autre cours, la duplication de données. Voilà, si on voulait qu'une table soit une clone d'une autre, on ne va pas forcément utiliser les triggers pour ça. Il y a le SGBD, notamment Oracle, propose des choses pour le faire. Les triggers peuvent s'enchaîner, on peut avoir plusieurs actions considérées, c'est très dur à voir et c'est très difficile à maintenir. Donc on peut accéder aux valeurs modifiées par le trigger, donc à l'ancienne valeur dans le cas d'un update ou un delete, ou à la nouvelle valeur dans le cas d'un insert ou d'un update. Donc on y accède avec deux pseudotubes qui s'appellent new and old. La syntaxe permet éventuellement de leur donner de nouveaux noms, mais en pratique on utilise ces deux-là. Donc voici un exemple d'utilisation des triggers. On veut faire de l'archivage, des modifications sur une table des employés. On va créer une table logamp qui va être un clone de la table des employés, sauf qu'on va y ajouter trois nouveaux attributs qui vont permettre de dire qui a fait quoi, à quelle date. Et ça sera un trigger de type after insert, donc c'est une fois l'insertion effectuée. Si on voulait tout enregistrer, il faudrait faire aussi du after delete et after update. Donc voici à quoi ressemble notre trigger. Creator replace trigger, on lui donne son nom, after insert, sur employé, for each row. On est bien d'accord que c'est bien à chaque insertion qu'on veut ajouter un tuple dans la table d'archivage. Donc on crée notre tuple à partir du contenu de celui qui est nouvellement inséré et on va y ajouter trois valeurs, celle de l'utilisateur courant, celle de la date courante et une chaîne ici pour dire que c'est l'insertion. Donc regardons l'exemple. Je vais créer ma table de logging des employés. Elle est initialement vide. Et j'ai initialement 3 employés. Je vais créer mon trigger.
Alors, petit problème d'interface, vous risquez d'avoir ce pop-up. C'est un petit bug qui est connu. Vous reprenez tout le contenu de votre trigger dans un nouveau fichier et vous exécutez l'intégralité. Donc c'est la deuxième icône. Et là, ça se passe bien. Donc vous avez fait ça. Donc votre trigger est en place. Vous faites une insertion. Ah, voilà, le bug persiste. Donc on va le faire comme ceci. On a un tuple inséré. On va voir s'il est bien dans AMP. Oui, c'est Robert Argent, le voici. Et donc, grâce au trigger, on en a fait une copie en disant qui a fait cette insertion. Voilà, Robert Argent, c'est ce login qui a fait l'insert à telle date. Voici, si vous avez ce petit problème interbindings, vous savez comment faire. Alors, les triggers peuvent porter sur plusieurs modifications simultanément. Donc, on a un sélecteur pour savoir celle qu'on est en train de modifier, donc if inserting, if updating. On peut aussi préciser sur les attributs qui sont concernés par le trigger. Par exemple, on voudrait regarder que des modifications de salaire, on se moquerait des autres modifications. Et on peut mettre aussi une condition générale qui va dire quand est-ce que le trigger se déclenche. Donc là, on a fait un exemple où justement, on s'intéresse à un trigger qui se déclenche sur 2 colonnes, simplement. Il y a une condition, il faut que ce soit le département numéro 1. Si on update la colonne salaire, alors on vérifie que le nouveau salaire ne soit pas inférieur à l'ancien salaire. Si oui, on va lever une application pour que l'insertion échoue. Donc on va voir ce trigger en action. Il est créé. Donc mon employé numéro 1, il est dans le département numéro 1. Je vais essayer de baisser son salaire. Ici, ça va passer. Le nouveau salaire, c'est 1000 de moins que l'ancien. Donc ici, la condition va passer. On devrait voir une exception. C'est bien le cas. L'exception utilisateur a été levée. Si on faisait ça pour un autre employé, dans un autre département, la modification serait acceptée parce que la condition ici n'est pas validée, le trigger n'a pas été déclenché. Alors, quelques remarques importantes. On n'a pas le droit d'utiliser 2 commandes de définition de données, c'est-à-dire faire des create table ou des alter table, par exemple, dans le corps d'un trigger, et on ne peut pas contrôler les transactions. On va voir dans une séance suivante ce que sont les transactions en détail. Donc ces opérations rollback et commit qui permettent respectivement d'annuler et de valider une séquence d'instructions, on n'y a pas accès au sein du trigger. Alors il y a un problème que vous risquez d'avoir, c'est celui de la table mutante. Si vous avez un trigger for each row, donc qui va s'appliquer à chaque ligne qui est modifiée, et que vous essayez de demander quel est le nombre de tubes dans la base, vous allez avoir un problème. Si vous avez par exemple plusieurs suppressions, quelle est la valeur qu'on doit vous répondre? Est-ce que c'est après chaque suppression, la valeur va changer? On va avoir un problème de cohérence. S'il y avait plusieurs opérations simultanées qui fait ça, on pourrait avoir un problème. Donc, vous allez le voir survenir ici. Donc, après chaque suppression, on essaie de compter le nombre total qui reste d'employés et on affiche un message sur la console. Regardons ce qui se passe. Je prends mon trigger. Je le compile. Voilà. Remarquez qu'il a compilé convenablement. Et j'exécute ma modification. La table AMP est mutante. Pourquoi? Parce que je peux avoir plusieurs suppressions en même temps. Imaginons qu'on en ait 2. J'ai effacé le premier. After se déclenche. Je regarde le nombre d'employés qui restent. Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois considérer que le delete, il n'y a que le premier qui a été exécuté, mais en fait ces opérations seront validées ou pas d'un seul bloc, donc on a un problème. Ici, la solution, c'est de ne pas mettre for each row, c'est-à-dire d'exécuter une fois que toutes les suppressions auront été exécutées. Et là, on va avoir le comportement qu'on désire, c'est-à-dire voir une table de logging, enfin voir un message sur la console à chaque modification. Une ligne a été supprimée, il nous reste 3 employés dans la base.
je peux supprimer les triggers avec la commande drop. J'ai supprimé les 3 triggers que je viens de créer. Voilà, c'est la fin de ce cours, je vous remercie de votre attention.